Bonjour à tous et toutes, retour avec le son. C'est très bien en fait, je fais une émission ce soir pour vous présenter l'hégémonie américaine au XXe siècle. C'est un symbole de l'hégémonie américaine. Les Américains ne renoncent jamais. Donc on y retourne et on repart au départ. Donc aujourd'hui je veux vous présenter l'hégémonie américaine au XXe siècle. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu une telle superpuissance. Et on va lister tous les points forts des États-Unis et on va essayer de comprendre pourquoi les Américains sont forts. Et je vais vous spoiler quelque chose. Si les Américains sont forts, c'est parce qu'en ce moment, moi, comme vous, on ne peut plus américain, même si certains peuvent détester les Américains, même s'il y a un anti-américanisme parfois primaire de base. Nous sommes les premiers agents, les premiers vecteurs de la puissance américaine. C'est nous, et vous allez comprendre pourquoi. N'hésitez pas, surtout que c'est pas évident quand il y a beaucoup de problèmes techniques, à mettre des pouces, à liker dans tous les sens pour m'encourager à vous faire une vidéo tous les jours, tout en surveillant la bourse, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on attaque sur notre sujet. Ce qui est important de bien comprendre, ce qui est même fondamental, c'est qu'en 1900, les États-Unis d'Amérique, c'était une puissance extrêmement moyenne. Petite puissance industrielle, on avait un petit peu d'espoir pour eux, mais on l'a vu hier, première puissance économique, le Royaume-Uni, deuxième puissance économique mondiale, la France, et tous les économistes, le monde entier, pensaient que ça allait rester, qu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, ce serait la France ou le Royaume-Uni qui serait la puissance majeure et dominante totale. Pas du tout. C'est un outsider que personne n'attendait, puisque en 1910, les États-Unis, par exemple, n'avaient absolument pas d'armée. C'est pour ça que quand ils sont venus aider le Royaume-Uni et la France contre les Allemands, ils ont bien été embêtés au départ, ils ont demandé des volontaires, parce qu'ils n'avaient même pas d'armée, à peine une force de police un peu constituée, alors que maintenant, les États-Unis et leur armée, c'est la plus grosse puissance de l'histoire au niveau militaire. Donc vous voyez, en 100 ans, il y a eu un énorme basculement, et ce soir, c'est ce qui va nous intéresser, c'est voir comment ils sont devenus cette méga superpuissance unique depuis l'écroulement de l'URSS en 1989, 90, 91, on n'a plus de rival aux États-Unis. Et on va voir à la fin si on a peut-être l'émergence d'un nouveau rival. Je vous aide tout de suite, c'est pas la Belgique. Alors, on attaque. On va déjà lister un petit peu la puissance américaine, pour se faire un petit ordre d'idée. Donc, c'est la première puissance économique mondiale et surtout, il n'y a aucun secteur économique, je dis bien aucun secteur économique, où les USA sont absents, où ils ne sont pas forts. C'est simple, ils sont forts, puissants, voire écrasants dans tous les domaines. Je vais vous en lister quelques-uns, un petit peu à l'après-vert. On va s'arrêter assez rapidement parce qu'on en a pour 6 heures, si on prend tous les secteurs un par un pour voir où sont les États-Unis. On a pour 6 heures, ils sont quasiment numéro 1 ou numéro 2, partout. Chose que l'on sait peu, on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est la première puissance agricole au monde. Premier sur le maïs, premier sur le soja, premier sur le lait, premier sur la viande. Ils peuvent être autonomes alimentairement s'ils le souhaitent. C'est déjà pas mal. Première puissance industrielle. C'est pas la Chine. Non. La Chine, c'est la première puissance manufacturière. C'est eux qui font les petits objets, mais la première puissance industrielle, réelle, en puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Première puissance industrielle dans la chimie, dans la métallurgie. Nous, on a totalement oublié ce que c'était la métallurgie depuis qu'on a fermé nos dernières aciéries en France. Les États-Unis, c'est une puissance métallurgique majeure. Ils font des aciers extrêmement pas dire pas rare, mais de très haute technologie, de très haute qualité. La chimie numéro 1 au monde. Industrie de pointe, alors on va énumérer rapidement. L'électronique, number 1. Informatique, number 1. Aéronautique, number 1. Aérospatiale, number 1. Biotechnologie, number 1. Internet, number 1. Domaine pharmaceutique, number 1. Plus gros dépôt de brevets, number 1. Première puissance pétrolière avec le gaz de schiste. Première puissance militaire. Première puissance intellectuelle. C'est eux qui ont le plus de prix
Nobel. Première puissance financière, Wall Street. Bien entendu, on le voit tous les jours quand on trade, il ne se passe rien le matin. Et l'Europe, nous-mêmes, traders européens, on attend 15h30 pour que ça commence à avoir un petit peu de volatilité. Le rôle du dollar, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable. 45% des échanges dans le monde se font avec le dollar. C'est-à-dire que quand on veut acheter du gaz aux Russes, on ne les paye pas en euros, on ne les paye pas en roubles, on les paye en dollars. Si on veut acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, le prix de référence, c'est du dollar. Donc ne serait-ce qu'avoir la monnaie, on va dire, de référence mondiale, c'est déjà un poids absolument colossal. Je ne parle pas de la langue, l'anglais américain, qui est la langue mondiale. Vous allez à peu près dans n'importe quel pays, à part le Japon, vous baragouinez 3 mots d'anglais et tout le monde vous comprend. Première puissance des loisirs, Hollywood, Walt Disney, etc., 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 etc. Et on peut comme ça dérouler. Donc grosso modo, si on simplifie, première puissance agricole, ok, secteur primaire c'est numéro 1, secteur secondaire, industrie, grosso modo CE, ok, et secteur tertiaire, tout ce qui est services, finances, publicité, CE, ok. Donc les 3 secteurs économiques principaux, ils sont numéro 1 partout. Il reste quelques miettes, heureusement pour nous, mais on est très fort sur le luxe, nous, en France. Mais voilà. Donc, ça écrase tout au niveau économique. Alors, je vais voir très rapidement les raisons de la puissance américaine, et puis après, je vais développer 3 secteurs particuliers qui nous permettent vraiment de bien comprendre cette puissance et ce rayonnement américain. Première chose qui a bien aidé les Américains, c'est le déclin de l'Europe qui a été massacrée par 2 guerres mondiales. Alors, c'est nous les responsables. On s'est massacrés comme des grands pendant 2 guerres mondiales, des bains de sang, on a anéanti notre pays, nos économies, etc. En veux-tu, en voilà. Donc, c'est aussi facile, entre guillemets, de devenir le premier mondial si vos concurrents se suicident eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de bouger, vous les regardez, ah, il se tire une balle, ouais, bon bah ok, ah, lui aussi il se tire une balle, ok. Donc, si j'ose dire, la puissance américaine est arrivée pas par défaut, c'est-à-dire que ceux qui étaient au-dessus d'eux se sont complètement écroulés à faire des conneries, quoi, tout simplement. Et les États-Unis en ont, j'allais dire, profité naturellement. Par exemple, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, pendant 4 ans, les Européens se massacraient entre eux, mais les États-Unis, ils ont pu récupérer notamment des des contrats commerciaux avec différents pays, parce que la France n'avait plus les moyens, l'Allemagne par exemple n'avait plus les moyens de commercer avec son blocus. Les produits allemands qu'achetaient les Argentins, les Brésiliens, etc., les Américains sont venus les voir en disant « Ah, vous achetez ça à l'Allemagne, là c'est compliqué. Si vous voulez, on vous les fait. » Et hop, ils ont comme ça gagné des contrats. Petit à petit. Deuxième guerre mondiale, je n'en parle même pas. Ce qui est super important pour cette puissance de ce pays, c'est, on pourrait dire, entre guillemets, c'est un pays béni des dieux. François Ier avait une propagande en disant que la France était un pays béni des dieux, que la France était la prochaine Jérusalem céleste sur terre. Pourquoi François Ier valorisait, faisait une énorme propagande sur la France? Parce que si la France était bénie de Dieu, il était roi de France, lieutenant de Dieu sur terre, donc lui-même, il était pas un prophète, mais pas loin, en tout cas, c'était un peu ce que voulait François Ier, c'est pour ça qu'il a fait venir Léonard de Vinci, etc., il voulait rayonner, donc il y a eu une énorme propagande à l'époque de François Ier sur la France, et beaucoup de Français encore pensent que la France c'est le meilleur pays du monde, etc., et l'origine en fait de ce sentiment de supériorité française vient de François Ier. Et bien les États-Unis, on peut dire que ils ont pas ce sentiment d'être supérieur aux autres ou d'être béni entre guillemets de Dieu, ils le vivent. Ils le vivent, pourquoi? Parce que c'est un pays qui est immense, ils ont à peu près toutes les matières premières qu'ils veulent pour se développer, ce qui est absolument génial. Ils ont du pétrole. Si la France avait eu du pétrole, on serait peut-être un petit peu plus élevé dans la hiérarchie mondiale. Ils ont leur pays c'est un continent. Ça va l'équivalent du Portugal jusqu'à la Russie, avec tous les climats possibles. Donc,
toutes les agricultures possibles, avec toutes les possibilités possibles pour le tourisme, etc. C'est une très grande richesse d'avoir de multiples climats. Et ils ont une population qui est extrêmement dynamique. Et contrairement à la population européenne, une population jeune. La population est d'autant plus jeune qu'il y a eu une énorme immigration entre guillemets latinos, donc des pays du sud, notamment du Mexique. Et ça dynamise énormément l'économie américaine et même la façon de penser des Américains. Et ils ont cet état d'esprit, pionnier au sens propre. Nous, on l'a plus du tout. Je vais vous donner un exemple qui est très personnel. Quand j'ai voulu démissionner de l'éducation nationale pour lancer mon entreprise, me lancer dans le trading, j'ai eu 100% des personnes en France qui m'ont découragé. Et quand je dis 100%, tous mes collègues en disant « mais t'es fou, tu quittes un poste de prof, on a l'emploi assuré, on a une retraite, on est sûr, tu vas t'embarquer dans quoi, c'est pas possible, etc. » Toute ma famille aussi, typiquement française, si j'en crois l'arbre généalogique, au moins depuis 5 siècles, au même endroit. Famille de fonctionnaires, de serviteurs de l'État. La plus grande noblesse, la plus grande tâche que l'on pouvait avoir, c'était de devenir fonctionnaire et de servir la République. Tout à fait louable. J'ai servi la République pendant presque 15 ans, avec honneur, je l'espère, mais il n'y a pas cet esprit pionnier que l'on a en Europe. On n'a pas cet esprit pionnier. Les rares contacts que j'avais au Canada, la première chose qu'ils m'ont dit, mais ouais, fonce, qu'est-ce que tu risques? Pareil, quand je lance une nouvelle entreprise et que j'ai une nouvelle idée, en France, toujours, même milieu, on me dit, oh là là, tu t'embêtes bien, tu as gagné suffisamment d'argent, tu es tranquille pour la fin de tes jours, pourquoi tu veux faire autre chose? Mes amis nord-américains, et j'en ai beaucoup plus maintenant, me disent « Mais oui, fonce, mais ne cherche même pas. C'est une super idée, vas-y, est-ce que je peux t'aider? Je suis prêt à investir avec toi et tout ça. » Mettre une bille dans le projet. Donc, il y a vraiment ce côté ultra dynamique. Et si un jour vous allez en Amérique du Nord, absolument toutes les personnes qui ont été en Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis d'Amérique, quand ils sont revenus en France, ils étaient déprimés. Et même des gens qui votent Mélenchon, ils ont été surpris, que je connais. Il y a un véritable sentiment d'énergie là-bas. Quand moi j'ai été pour la première fois au Canada, j'avais 15 ans. Quand je suis revenu, déjà je pleurais parce que j'avais pas envie de rentrer. Et quand je suis revenu, à 15 ans, j'avais envie de faire 3 entreprises. J'avais plein d'idées. Et puis 15 jours après, je voulais plus rien faire. La morosité, entre guillemets, l'énergie, pas négative, mais le manque justement d'énergie, ne donne pas, si vous ne donnez plus envie. Si vous êtes environné de personnes qui ont plein de projets, parlent en permanence, etc., ça vous pousse. Si vous êtes ou dans un pays où les principales discussions sont quand est-ce que je vais coller mes RTT et tout ça, ça vous booste pas, ça vous pousse pas à aller vers l'avant. Et aux États-Unis, on ressent vraiment cet esprit, j'allais dire, pionnier. Et puis une absence de tabou total sur l'argent. Première chose que va vous demander un Américain, bonjour, comment tu vas, tu fais quoi comme job, combien tu gagnes? Voilà, le truc qui est totalement tabou en France, de dire combien on gagne. Je me rappelle, j'étais fonctionnaire, j'étais avec des collègues qui la même ancienneté que moi, donc je savais au centime près combien ils gagnaient, c'était exactement la même chose que moi, et ils cachaient leur fiche de paye de peur que l'on voie qu'ils gagnent 1783 € au 6e échelon ou 7e échelon. Voilà, c'est totalement ridicule. Aux États-Unis, ils vous parlent tout de suite. Blé, cash, combien tu gagnes, et toi, moi j'ai changé de boulot, pourquoi j'ai trouvé un autre boulot, je suis payé 500 $ de plus, et il tourne énormément. Un Américain va changer en moyenne entre 4 et 6 fois d'emploi et entre 4 et 10 fois de localisation géographique. Un Américain qui est au chômage à New York, il trouve un emploi intéressant à Los Angeles, il traverse le pays. Il s'y installe. Il y a les trucs, plein de papiers à signer, ça prend 3 mois. Aux États-Unis, entre guillemets, pourquoi ça marche plus? Ça a l'air de repartir. Bon, je crois qu'il y a une interruption. Aux États-Unis, au contraire, vous pouvez vendre votre maison et vous barrer 3 jours après avec le chèque. Donc en fait, ça change absolument
tout, cette question de dynamisme. Et ça, quand vous avez 360 millions de personnes dynamiques, ça aide bien. Alors attention, je ne dis pas que c'est merveilleux aux États-Unis, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Il y a des écarts de pauvreté immenses, certes, beaucoup plus qu'en France, mais en France, on a choisi on est le pays qui redistribue le plus en fait en France. Hein, le taux entre les 20% les plus riches et les 20% les moins riches est de 1 à 8 et après redistribution il est de 1 à 4. Aux États-Unis on n'a absolument pas ce taux de redistribution, mais aux États-Unis ils ont conservé quelque chose qu'on n'a plus, c'est l'ascenseur social. Effectivement aux États-Unis c'est le rêve américain, mais vous pouvez effectivement partir de pas grand-chose et arriver haut, entre guillemets. Alors c'est basé sur le matériel, c'est basé sur le salaire, etc. On peut en discuter si c'est bien ou pas bien, mais il y a cette idée que je suis d'un milieu modeste, je suis pas foutu. Alors qu'en France, on commence à avoir cette idée, de toute façon, je suis fichu. Si j'ai pas les réseaux, je suis fichu. Et puis de toute façon, si je monte, je suis tellement massacré par les impôts que je vais rester toujours super bas. Tandis qu'aux États-Unis, si vous gagnez de l'argent, grosso modo, il est pour vous. Vous en donnez pas 50, 60, 70% à l'État. C'est une autre façon de concevoir la vie, tout simplement. Je vais insister sur les 3 grandes forces américaines, vous allez voir, c'est ça qui est important. La puissance militaire américaine, ça c'est l'une des choses les plus importantes. L'armée américaine est présente absolument partout, sur les 5 continents, sur toutes les mers. Ils ont des flottes, il y a la 5e flotte américaine, 6e flotte, 4e flotte américaine, etc. C'est leur grande force, ils peuvent intervenir absolument partout en 24 heures. On le voit par exemple quand il y a eu la guerre en Afghanistan, quand ils ont déclaré la guerre aux talibans plutôt qu'à l'Afghanistan, une semaine après, ils étaient déjà là. La France, si on déclare la guerre à l'Afghanistan, on va mettre 6 mois pour y aller. Hein. Une des raisons aussi, alors ça c'est pas très politiquement correct de le dire, la France ne s'est pas engagée à forte raison dans la deuxième guerre contre l'Irak, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, etc. C'est un grand honneur de la France. Monsieur de Villepin de mémoire avait fait un discours absolument magnifique à l'ONU en disant non, la France, etc. Mais il y a aussi une chose qu'il fallait dire, c'est que si on avait voulu y aller, on n'aurait pas pu. Tout simplement, on aurait dû attendre que les Américains arrivent avec leurs avions, leurs énormes cargos qui prennent l'armée française, la division qu'on aurait réussi à mobiliser pour l'enlever. C'est-à-dire que même si on était en guerre contre un pays, on ne peut pas se déclarer en guerre en France parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. On réussit encore à avoir nos moyens en Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de grandes armées organisées, etc. Donc vous envoyez des soldats bien formés, vous en envoyez 4-5 000 et c'est bon, vous maîtrisez bien les choses. Mais on ne peut pas envoyer 30 000 hommes en Afghanistan en claquant des doigts. Les Américains peuvent le faire. Ils peuvent intervenir partout, ils peuvent bombarder partout. Et ça, c'est leur plus grande force. C'est le seul pays au monde. Les Russes ne peuvent pas. Les Chinois ne peuvent pas. Les seuls qui peuvent intervenir dans les mers du Japon, en Amérique du Sud, à peu près partout, en Afrique, en Europe, etc., c'est les Américains. Et on l'a vu de manière très concrète pendant la guerre de Yougoslavie. On l'a un peu oublié. On a eu la guerre de Yougoslavie. Ça a été massacre pas possible. C'était à 1h30 d'avion de Paris, hein, là, quand même. Là où il y avait les massacres entre Serbes, Croates, Slovène, j'allais dire, non, pardon, à Sarajevo, etc. 10 ans. Jusqu'au jour où on a, entre guillemets, il faut bien le dire, supplié les Américains d'intervenir. Les Américains ne voulaient pas intervenir en disant « c'est votre problème, c'est en Europe, c'est à 1 heure de chez vous, démerdez-vous ». Démerdez-vous. Ça a été ça pendant 10 ans. Et puis, ça dégénérait, on les a tellement suppliés. Ils sont intervenus avec leur flotte militaire. En 15 jours, c'était fini. En 15 jours, les Serbes se sont pris une raclée, on n'en parlait plus. Chacun était dans son coin, les frontières étaient respectées. C'était les contrats, les accords de paix étaient signés, c'était fini. En 15 jours, ils ont fait la paix en Yougoslavie, entre guillemets. Et c'est là où on voit la force des Américains, c'est le gendarme du monde. Mais c'est un gendarme du monde qui est haï. Parce qu'on a haï les Américains, on a critiqué les Américains quand ils interviennent. Et on les a critiqués pour la Yougoslavie parce qu'ils n'intervenaient pas. Et ensuite, quand ils sont intervenus parce qu'on les a suppliés, qu'est-ce qui s'est passé? On les a critiqués parce qu'ils étaient intervenus 10 ans après. Donc, il y a un moment où
les Américains, et c'est le gros danger pour l'équilibre mondial, on en marre qu'on leur tape dessus. S'ils font quelque chose, on leur tape dessus. S'ils ne font rien, on leur tape dessus parce qu'ils n'interviennent pas. Le grand risque, et c'est l'état d'esprit américain généralement, c'est ce qu'on appelle, ils se barrent en fait. Ils disent, bah écoutez, vous voulez pas de nous, vous vous démerdez. Et sans gendarmes, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien là, vous savez, tous les dictateurs en Afrique qui commencent à se réveiller, et en fait, le nombre de conflits, le nombre de massacres augmente. C'est très simple à comprendre. Imaginez que pendant une semaine dans votre ville, il n'y ait plus de gendarmes, il n'y ait plus de policiers. Je peux vous assurer que ça va vite devenir l'anarchie et qu'il va y avoir des pillages. Voilà, ce qui maintient les gens dans un état à peu près de civilisation, c'est la peur du gendarme. Si votre voisin ne vient pas vous massacrer, si les jolies filles ne sont pas violées, c'est parce qu'on est normalement des hommes équilibrés, mais c'est aussi, en dernier recours, le rempart du gendarme, parce qu'on sait que si on fait ça, on va faire 20 ans de tôle, et on n'a pas envie de faire 20 ans de tôle. Donc même si on a envie de tuer le voisin, on va essayer de se contenir. Mais s'il n'y a plus de gendarmes, on ne se contient plus. Et c'est un peu le problème, c'est que si les Américains reviennent dans la situation qu'ils avaient toujours sur... Ils hésitent à assumer leur rôle de gendarme du monde en disant bah écoutez, on est les numéro 1, nous on assume notre rôle, vous n'êtes pas content, vous nous critiquez, mais c'est notre job à nous, on le fait, ou reculer et faire ce qu'on appelle l'isolationnisme, c'est-à-dire bon, on reste entre nous, on est très bien et vous vous démerdez. Voilà. Donc bien réfléchir, on peut critiquer le gendarme, mais le jour où il n'est pas là, ça peut manquer. Puissance intellectuelle, alors ça c'est la grande force des États-Unis. Je la mets au-dessus de la puissance militaire. Alors dans la puissance militaire, je ne suis pas rentré dans les détails, il y a la technologie, il y a les drones, il y a les satellites, il y a la NSA qui peut espionner n'importe qui, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Ok, pas de souci. Là, ça c'est la grande puissance américaine. Toutes les grandes universités sont américaines. Là, en Andorre, on n'a pas d'université. Les meilleurs élèves, ils ne rêvent pas d'aller à l'université en France ou en Espagne. Ceux qui ont de l'argent, puis l'État andorran en finance, ils vont tous aux États-Unis, ils vont étudier au MIT. C'est bien plus prestigieux, ils vont à Harvard, etc., etc. Citez-moi une université française qui est connue dans le monde. Vous avez 5 secondes. On a la Sorbonne. De nom. Voilà, bon. J'ai étudié à la Sorbonne, c'était pas non plus du tout exceptionnel, mais enfin, par rapport à d'autres universités que j'ai pu voir, c'était exceptionnel. Mais voilà, on a rien. En termes d'université, on n'a aucune université renommée. Et donc, c'est ça qui fait la grande force américaine, c'est-à-dire que les étudiants les plus brillants vont aller étudier aux États-Unis, les chercheurs les plus brillants vont aller chercher aux États-Unis. Pourquoi? Parce que 40% des dépenses mondiales de la recherche, ce sont les États-Unis qui les font. Et ils y vont. Ils y vont dans la recherche fondamentale. Hein. C'est pas juste de la recherche pratique. Toutes les grandes évolutions théoriques sur le cosmos, les théories des univers gémellaires, trous noirs, etc., ça part quand même des États-Unis. Ils dépensent des milliards et des milliards pour faire envoyer des satellites d'observation, Hubble, etc. Donc 40% des dépenses mondiales de recherche, c'est les États-Unis et beaucoup de recherche privée. Pourquoi? Les entreprises américaines ne sont pas trop taxées, donc elles investissent dans les universités, comme ça elles peuvent choper à la sortie les meilleurs étudiants. Et vous avez du Google qui fait des chèques, qui paye des laboratoires de recherche, etc. Et ça, c'est super important parce que c'est l'avenir. C'est les gars qui vont trouver le prochain médicament, la prochaine génération Internet, qui vont donner un avantage décisif à leur pays où ils vivent. Et c'est pour ça qu'on voit la superpuissance américaine, depuis la création des prix Nobel en 1900, 1901, je ne m'en rappelle plus, 40% des prix Nobel sont américains. Et depuis ces dernières années, 90% des prix Nobel importants, chimie, etc., physique, sont américains. Et sur ces 90% de prix Nobel américains, vous en avez plus de la moitié qui ne sont pas nés aux États-Unis. Et c'est ça la grande force américaine. C'est ce qu'on appelle le brain drain, ou la mondialisation des cerveaux, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les meilleurs cerveaux du monde. Vous êtes brillant, vous avez fait une bonne thèse, vous allez être démarché par une entreprise américaine, par une université américaine, qui va vous dire « Coco, c'est super intéressant ce que tu fais, tu viens travailler chez nous ». Et là, je vais vous donner encore un exemple familial. J'ai un de mes cousins qui a fait une thèse
En pharmacie, je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait précisément, mais bon, il travaillait sur un médicament dans sa thèse, que lui a proposé la France, de travailler dans un laboratoire du CNRS, donc extrêmement prestigieux, de gagner 1,5 fois le SMIC, et peut-être d'être titularisé au bout de 4 ou 5 ans. Donc grosso modo, être précaire à gagner 1800 € par mois pour bosser dans des conditions en plus qui n'étaient pas excellentes. Comme il me disait, si j'avais besoin de quelque chose, je devais remplir je sais pas, un dernier microscope électronique, je devais remplir ça de dossiers et attendre éventuellement 6 mois que l'argent soit débloqué pour que dans 9 mois je puisse avoir ma technologie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un labo canadien qui est venu le voir, un labo pharmaceutique canadien qui est venu le voir, et on dit toi, t'es brillant, tu viens au Canada, on te propose combien en France, on triple ton salaire, tu vas commencer au Canada avec 5 à 6 000 $, tu as tout ce que tu veux dans ton laboratoire, tu as 5 personnes qui vont bosser pour toi, et en plus, si tu veux, tu peux aller donner des cours à l'université. Voilà, donc malgré son patriotisme, mon cousin est parti s'installer au Canada, s'est marié avec une Canadienne, il a des enfants, il est bossé à l'université, il a créé énormément de recherches, il a donné de la richesse au Canada. Il aurait pu rester en France, mais on ne lui a pas donné les moyens de pouvoir se développer en fait et de pouvoir faire les recherches qu'il souhaitait. Et c'est ça le grand drame. C'est une mondialisation qu'on perd. Hein. Je prends l'exemple de la France, mais c'est valable pour énormément de pays. On prend des gens, on les forme, ça coûte extrêmement cher. Ils arrivent à 25, 26, 27, 28 ans, 29 ans, ils ont une super thèse et on se les fait piquer quand ils sont formés, quand ils sont en pleine santé, qui ne coûtent pas un sou à la sécurité sociale et qui vont trouver des choses pour progresser le pays. Donc la grande force des Américains, c'est choper les étudiants les plus intelligents, les chercheurs les plus intelligents, d'aller les voir, de leur donner tous les moyens, parce qu'un chercheur, ce qui l'éclate, c'est chercher pour trouver et avoir les moyens, et ça, il le donne. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un pompage des cerveaux, et ils se regroupent sur les États-Unis, et donc ça leur donne un avantage décisif pour les prochaines décennies. Troisième chose, et ça c'est nous qui faisons que les États-Unis sont les plus forts, et certainement pour beaucoup plus longtemps qu'on le pense, c'est la puissance culturelle qui est totalement dominante. McDo, Coca-Cola, c'est de la merde, bien sûr c'est de la merde. C'est ce qu'on entend toujours, bien sûr c'est de la merde. Les restaurants 3 étoiles en France, ils sont vides, il n'y a que des étrangers. Par contre, les McDo, ils sont remplis. Je mange des McDo, je bois du Coca, j'ai pas honte de le dire. Ça, c'est pas juste de la nourriture, c'est le mode de civilisation américain. Vous allez n'importe où dans le monde, et c'est super impressionnant. Vous allez au fin fond de l'Indonésie, vous allez en Afrique, vous allez n'importe où, vous trouverez toujours un McDo, vous trouverez toujours du Coca-Cola, n'importe où. Même au fin fond de la brousse, vous aurez votre bouteille de Coca-Cola. Il y a le film Les dieux qui sont tombés sur la tête. C'était très amusant quand c'est sorti, mais ça voulait aussi dire ça, c'est que on n'allait pas trouver un produit français au fin fond de la brousse, mais une bouteille de Coca, c'était tout à fait normal. Donc déjà, grosso modo, une grande partie de la population bouffe ou malbouffe américain. Walt Disney, qui n'a jamais lu le journal de Mickey, qui n'a jamais regardé La Belle et le Clochard, qui n'a jamais regardé Blanche-Neige et les 7 nains. Dès notre enfance, on se tape des films, des dessins animés de Walt Disney, du Pixar, du Star Wars pour les garçons. Donc, on s'américanise tout de suite. Dès qu'on est petit, voilà, vous dites aux gamins, on va aller à Euro Disney, ils sont contents. Ils sont contents. Et ça, c'est valable dans le monde entier. Les Japonais sont contents, les Brésiliens sont contents, les Allemands sont contents. Ils ont normalement des cultures différentes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une culture américaine qui est au-dessus des cultures nationales. On s'américanise totalement, on bouffe américain et on a les mêmes références culturelles dans le monde entier. Et ce sont des références culturelles américaines. Hollywood contre Joséphine Ange Gardien. Ça, pour moi, c'est le symbole parfait de la différence entre l'Europe, la France, pays dynamique et sympathique, et les États-Unis d'Amérique. Quand nous, on sort une série, c'est Joséphine Ange Gardien. C'est un énorme succès si on réussit à les refourguer aux Belges et aux Suisses,
qui sont généralement pas trop cons, et ils prennent pas. Et ça, c'est un succès international. Là, dans ce cas-là, on dit c'est un succès international. Les Américains, avec Hollywood, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Eux, quand ils font une série, c'est pas pour les États-Unis, c'est pas pour l'Amérique du Nord, c'est pas pour le continent américain, c'est pour 7 milliards d'habitants. C'est pour l'ensemble du monde. Et vous allez n'importe où. N'importe où, n'importe où, n'importe où. Vous allez en Chine, vous allez au fin fond de la Bolivie, eh ben, ils connaissent les acteurs américains, les chanteuses américains, ils connaissent Will Smith, ils connaissent... Bon, il y a que moi qui ne connais pas les chanteuses américaines parce que je ne m'intéresse pas du tout à la musique, mais les Lady Gaga, les trucs comme ça, tout le monde connaît. Demandez au fin fond de la Bolivie le nom d'un chanteur français ou d'un acteur français. Eh ben, c'est à peu près la même chose si je vous demande le nom d'un chanteur bolivien et du principal acteur bolivien. Par contre, États-Unis, aucun souci. Donc vous avez un Russe qui va croiser un Camerounais, et ben ils vont parler de quoi? Ils vont parler de la dernière série de Netflix. Il y a une culture commune qui s'est créée à l'échelle globale du monde. On a les mêmes références, on bouffe les mêmes choses, on regarde les mêmes dessins animés, on regarde les mêmes films, on parle des mêmes séries, et à chaque fois, ça véhicule le modèle de pensée, de vie américain. À tel point que maintenant, on le voit de plus en plus souvent, quand on se fait arrêter, il y a des gens qui demandent à ce qu'on leur lise les droits. C'est-à-dire qu'on est tellement gavé par la culture américaine qu'on connaît mieux les droits américains que les droits français. Alors quand un policier vous arrêtera en France, il ne vous lira pas vos droits, sachez-le. Hein, c'est si vous êtes aux États-Unis, et c'est tout ça. Si en ce moment vous êtes en train de regarder cette émission qui j'espère vous intéresse, c'est grâce aux Américains. Parce que on est sur YouTube. YouTube, c'est américain, ça appartient à Google. Merci. Je diffuse sur un PC avec un logiciel Microsoft. Ok, c'est américain. Mon logiciel de streaming pour envoyer vers vous, c'est VMix, société américaine. J'ai un clavier, super clavier Microsoft, casque de réduction de bruit américain, la caméra sur laquelle je vous parle est américaine, le son sur lequel je vous parle, qui n'est pas génial, qui ne marche pas terrible, est européen. C'est Philips. Il faudra peut-être que j'aille voir les modèles américains. Ça marcherait peut-être mieux. Donc, toute notre culture, si vous êtes là sur Internet, ne me dites pas que vous n'avez pas un compte Facebook, que vous ne faites pas une recherche Google, voilà, qui utilise encore un moteur de recherche français. Voilà. Alors on va me dire, oui, il y a le moteur Quant, européen et tout. Ok, ça parle beaucoup, hein. Mais qui va vraiment sur Quant et faire des recherches? Moins de 0,5% des Européens, hein. Les autres, ils ne savent même pas que ça existe. Donc voilà, on est gavé en fait de civilisation américaine. Toutes nos références mondiales sont américaines. On fait nos recherches sur Google, on regarde Netflix, on va sur YouTube, on va discuter avec nos copains sur WhatsApp qui appartient à Facebook. On va lui dire t'as vu la dernière série de Netflix, c'est génial et tout. Il s'est fait bouffer par un mort-vivant, série américaine. Jamais on dit putain mais t'as vu c'est trop génial. Oh, Joséphine comment elle s'est transformée. Oh, j'ai adoré. Non, voilà. C'est tout, c'est même pas caricatural, on le vit. Donc sans même nous en rendre compte, nous sommes les éléments en fait de la culture américaine. On a tendance à manger américain, en tout cas on consomme de l'entertainment, on consomme des loisirs mais 100% américain. La moindre chose que l'on touche, dès qu'on allume l'ordinateur, qu'on est sur internet, c'est américain. Et c'est pour ça que finalement, les gens avec lesquels on est le plus proche, où on se sent finalement le plus en affinité, c'est quand vous allez aux États-Unis. Vous avez l'impression de vous retrouver dans une série américaine. Voilà, vous dites ah bah dis donc, c'est incroyable. On est comme des petits enfants en fait. La première fois, on se dit merde, ça existe vraiment quoi. C'est pas qu'à la télé. Et il y a exactement le même rapport que pouvait avoir à une certaine époque un petit Africain qui regardait la télé et qui rêvait d'aller vivre en Europe. Maintenant, s'il a le choix, il préfère aller vivre aux États-Unis et plus aller vivre en Europe. Donc, la grande force des États-Unis, c'est pas leur armée, c'est pas leur économie, c'est qu'ils se sont infiltrés dans nos esprits et qu'ils ont réussi à créer une culture globale, une culture mondiale. Alors pourquoi cette culture s'est imposée?
dans le monde. Pourquoi un Chinois, il regarde des films américains et il écoute de la musique américaine? Pourquoi un Iranien, il fait ça? Pourquoi un Africain, il fait ça? Simplement, les États-Unis sont un pays jeune. Donc, ils ont créé une culture sans référence. Ils ont créé la bouffe qui n'a pas de goût. Et tout le monde peut bouffer du McDo, finalement. Ça choque personne. Par contre, si on fait bouffer des cuisses de grenouille à je sais pas trop quoi, un japonais, ça va pas bien passer. Si on fait bouffer du foie gras à d'autres personnes dans le monde, ça les dégoûte. D'accord? Par contre, du McDo, bah oui, bon, c'est pas si mauvais que ça finalement. Des frites comme ça, hyper salées et tout. Ouais, bon, c'est salé, je vais boire un peu, tiens, ça tombe bien, j'ai du coca, etc., etc. Tout ça, c'est bien pensé, hein. Donc ils ont créé en fait une culture moyenne que tout le monde peut prendre, accepter, sans faire aucun effort. Imaginez vendre en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, des séries françaises sur le Moyen-Âge avec des chevaliers, des tournois et tout. C'est notre culture à nous. C'est pas vraiment la culture des autres pays. Donc on va avoir du mal à leur vendre, entre guillemets, notre culture parce qu'il va y avoir une sorte de blocage. Tandis que les Américains, il n'y a pas de blocage. C'est une culture qui est, j'allais dire, comestible pour tout le monde, sans aucun référentiel. Un enfant de 7 ans, voilà, l'Américain de base, en fait, c'est quelqu'un de 7 ans. Et si vous regardez bien avec des yeux de 7 ans, tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est Walt Disney, tout ce qui est même les séries, c'est compréhensible par un enfant de 7 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir des codes. Et c'est ça qui fait, en fait, leur domination culturelle. C'est qu'ils ont proposé au monde, j'allais dire, une non-culture. C'est une culture sans référence. Une culture facile à manger, facile à digérer, facile à éliminer, et on en reprend à nouveau. Je vais y être vulgaire, mais non, je le fais pas. Donc, conclusion. On a un anti-américanisme, notamment en France, qui peut être extrêmement fort. Alors, cet anti-américanisme s'explique pour des raisons très simples. C'est la jalousie, parce qu'on est toujours jaloux dans la nature humaine des meilleurs. On va jamais critiquer le 13e de la classe. On va toujours taper sur le premier de la classe. On va jamais se moquer, se comparer au 17e pays mondial. C'est toujours les États-Unis. Donc, critique facile. Anti-américanisme primaire en France, renforcé par le fait que on a eu du mal, et on a toujours du mal inconsciemment à accepter qu'entre guillemets, ils nous ont sauvés lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Alors certains vont nous dire oui, mais on leur avait rien demandé et tout ça, bien sûr. Dick High, voilà, on serait allemand, je vous invite à écouter la chanson de Sardou, si les ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. Voilà, je ne chanterai pas, mais l'ordre d'idée est là. Donc, il y a cet anti-américanisme parce que c'est les numéro 1, parce qu'ils sont venus nous sauver, etc. et qu'on a du mal à le supporter. Et en permanence, les journalistes français, mais en permanence, comparent la France aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est ridicule. On ne peut pas comparer un pays comme la France de 60 millions d'habitants avec un pays continent de 360 millions d'habitants. Voilà, tout comme, je sais pas, mais l'Érythrée ou l'Éthiopie n'aurait pas idée de se comparer avec la France en disant on est meilleur, etc. Non. Donc c'est des choses totalement différentes. Je vous donne juste un exemple. Si juste un État américain qui s'appelle la Californie devenait indépendant, si la Californie faisait sécession des États-Unis d'Amérique, ce serait la 4e puissance mondiale. Juste l'État de Californie est plus puissant que la France. Voilà, alors pas au niveau militaire, mais au niveau économique. Hein, c'est là où vous avez Hollywood, la Silicon Valley, donc déjà on est balayé. Donc c'est pour ça que l'anti-américanisme, je trouve que c'est la plus grande marque de leur réussite, parce qu'on ne jalouse, on ne parle que des premiers. Donc tant qu'ils seront jalousés, tant qu'on dira du mal d'eux, bah, c'est qu'ils sont super bien en fait positionnés. Et les Américains, ils sont partout présents dans nos vies, dans la mode, dans nos expressions même de langage, dans notre technologie, dans notre vie de tous les jours. J'en conclus que nous sommes américains sans le savoir et aussi sans le vouloir, mais sans le savoir surtout, et que les Américains sont très forts parce qu'il y a ce que j'appelle le Muppet Show permanent, c'est-à-dire qu'ils créent toujours en permanence des attentes, des désirs, et il y a quelqu'un qui a très bien compris ça, c'est Donald Trump, qui en permanence va relancer
le débat va être sur le devant de la scène, etc. Il symbolise bien les Américains qui ont compris que pour exister, il ne faut pas forcément être, mais il faut paraître, il faut être devant, médiatique, que l'on parle d'eux en permanence, et tant qu'on parle de vous, vous existez. Même si on parle de vous en mal, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs, et d'ailleurs on voit très bien ça, le système, le système de compréhension américain, on l'a exactement avec YouTube. Voilà. Quand je vous dis YouTube, mettez des pouces en haut ou en bas pour m'encourager à à continuer à faire des vidéos que j'espère intéressantes. C'est le système américain. Peu importe, s'il y a plein de pouces vers le bas, ça booste la vidéo. Ce n'est pas la qualité que YouTube met en avant. Ce que met en avant YouTube, c'est le nombre de réactions. Donc une vidéo qui aura 50 pouces vers le bas sera beaucoup mieux mis dans le moteur de recherche Google, YouTube en avant qu'une vidéo qui aura uniquement 10 pouces en haut. Donc c'est pour ça que si un jour vous avez des haters, une communauté de gens qui vous détestent, c'est génial, parce qu'ils vont mettre plein de pouces vers le bas, mais en fait, ils sont en train de vous aider sur les vidéos sans le savoir, et ça fait monter votre chaîne YouTube à tout va. Et ça, voyez-vous, c'est quand même un état d'esprit totalement américain. Un esprit français, on aurait dit, bah, on met en avant que les vidéos qui sont bien notées. Pas du tout sur YouTube, c'est les vidéos qui ont le plus de pouces vers le haut, vers le bas, les vidéos qui ont créé le plus d'interactions, le plus de buzz. Et le président américain, Donald Trump, c'est ce qu'il fait en permanence, occuper la première marche, faire du buzz, le buzz permanent. Et on est toujours en haleine aux États-Unis. On a toujours des informations qui nous viennent des États-Unis, totalement délirantes, à tel point que maintenant, en tout cas moi ça me fait ça, et de plus en plus de monde autour de moi, quand il y a quasiment le président national qui parle, alors Emmanuel Macron pour les Français et tout, et que derrière on a Donald Trump, on a presque plus l'impression que c'est Donald Trump notre président, parce qu'il a finalement plus de pouvoir sur notre vie que notre propre président national. Et je conclus, est-ce qu'il y a un outsider qui va pouvoir dépasser les États-Unis d'Amérique, la Chine par exemple? Et bien c'est ce que l'on verra dans notre prochaine vidéo demain soir. Je vous embrasse, je vous laisse. Je suis désolé pour la toux, mais je peux pas faire mieux. Et puis je vous dis à demain soir, et puis à demain matin pour le Good Morning Trading. Là, les marchés ont explosé plein nord. Ciao à tous.